La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le journal décalé. Jean-François, on va commencer par un retour dans le passé. Je vous donne rendez-vous en 1984, année très importante, année de ma naissance. Ça vous fait rire? Non, mais en fait, je vais vous dire pourquoi ça me fait rire. Parce que ça me rappelle la lecture par Bruno Le Maire du discours de politique générale au Sénat en disant « Je suis né en 1989 ». Mais naturellement, c'était Gabriel Attal, c'était pas lui. Donc vous êtes né en 84. Exactement, l'année de mes 40 ans. Mais surtout, la vraie question, c'est dans quoi est-ce qu'il fallait investir pour avoir le meilleur rendement 40 ans après? L'Institut de l'épargne immobilière et foncière nous donne la réponse. Le grand gagnant, qu'est-ce que c'est? C'est la bourse. Et plus précisément les actions cotées en France, avec un rendement moyen de 12,4% par an. Si on suit le classement, le second, c'est l'investissement dans un logement à Paris, avec 10,4% par an. Ensuite, ce sont les autres investissements immobiliers, comme les fameuses SCPI, avec 7,9%, suivi de l'assurance vie, 6,5%, les obligations d'État françaises, 4,1%, et enfin le livret A, avec 3,5%. On constate un élément certain, les trois premiers, donc pour mémoire la bourse, l'immobilier et l'assurance vie, sont des placements qui demandent du conseil, donc des placements tout à fait appropriés pour faire appel à un CGP, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Sans mentir, sans trahir de secret ou sortir de boule de cristal, ça va changer. Pourquoi? Dans les 40 dernières années, on est dans un environnement de baisse d'inflation. On le sait que ce n'est plus du tout le cas, donc le classement risque de beaucoup changer pour les 40 prochaines années, d'autant plus qu'il y a un petit nouveau qui arrive, c'est le private equity. Alors, deux petites remarques sur ce que vous venez de nous dire. Premièrement, c'est un classement sans market timing, puisque par définition, on considère qu'on investit en début de période et qu'on sort en fin de période. Deuxième sujet méthodologique, logement dans Paris. Alors, on se dit, est-ce que c'est que les prix des biens ou est-ce qu'on intègre d'autres choses? Donc, la mesure, elle a été faite avec l'évolution du prix du mètre carré, par le loyer, qui est fourni notamment par l'OLAP, et en prenant compte de charges locatives qui, me semble-t-il, sont de 25% des loyers. Une dernière petite remarque, vous avez zappé notamment un actif dont on pourrait beaucoup parler avec ce qui est en train de se passer sur les SCPI, c'est les OPCI. Et en fait, de manière assez surprenante, les OPCI affichent une bonne performance. Je crois que ça doit être aux alentours de 8,6%. Alors on se dit, mais il y a 40 ans, les OPCI, ça n'existait pas. En fait, ils ont rétropolé les performances des OPCI. Et pourquoi les OPCI ont fait mieux que les SCPI? Tout simplement parce que les foncières sur la période ont réalisé une excellente performance. Et comme vous l'avez dit, ce qui s'est passé dans les 40 années de baisse des taux ne se passera peut-être pas dans les 40 années qui seront peut-être prochaines, qui ne seront peut-être pas de hausse des taux, mais qui a priori ne seront pas de baisse. Écoutez, rendez-vous dans 40 ans. On aura quelques cheveux blancs. Et dans le mercato, autre sujet dont je parle très souvent, c'est la course à la taille des CGP. L'Europe est aussi dessus. Pour faire simple, on manque de grands champions européens. Et le marché unique européen, il a toujours exclu trois domaines, les marchés financiers, les télécoms et l'énergie. C'est assez amusant quand on regarde les chiffres que par exemple, on a des tout petits acteurs. Si on prend le monde des télécoms, en moyenne, un opérateur télécom, il a 5 millions de clients en France, alors qu'il en a 107 millions aux États-Unis et il en a 467 en Chine. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a Enrico Letta, qui est l'ancien Premier ministre italien, qui planche dessus avec un objectif très simple. Comment est-ce qu'il peut retenir l'épargne des Européens en Europe pour ne pas l'envoyer, comme aujourd'hui, vers les États-Unis? Il a tracé quelques pistes, comme le développement de la titrisation, une harmonisation réglementaire des marchés sous la houlette de l'ESMA, la création d'un Nasdaq européen ou la création d'un produit d'épargne à long terme. Je connais votre réponse, Jean-François. Vous allez me dire, bon, c'est super, mais quel impact? L'impact dont on parle est un impact non négligeable parce qu'on parle de 13 000 milliards. 10 000 milliards qui seraient issus de l'épargne des Européens et 3 000 milliards issus de la titrisation, et ceci sans aucun centime d'épargne d'argent public. Ces idées, elles font l'unanimité, mais que sur le papier, le plus dur reste à faire de réussir à les mettre en œuvre. Et pour ça, la première étape, c'est le 9 juin. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe le 9 juin? Ce sont les élections européennes. Et je peux vous conseiller qu'une chose, c'est d'aller voter. Plusieurs remarques là-dessus. Un, mobiliser l'épargne des Européens au service de l'Europe, ça doit faire rire nos amis grecs, qui, il y a cela quelques années, ont vu effectivement l'épargne des Européens pas vraiment venir à leur secours. Deuxième remarque, la titrisation. Sympathique, mais ça nous rappelle quand même de très mauvais souvenirs. Parce que la crise de Lehman, c'était quand même toute une crise de titrisation, et où la titrisation, si on répartit le risque, on ne sait plus jamais où il est. Donc, quand on a une crise, tout le monde a peur de tout le monde, et ça génère la crise et le blocage de l'économie qu'on a connu en 2008.
Puis sur le dernier point, le plan produit pan-européen, ça fait des années qu'on en parle, ça marche pas. Je tiens juste à préciser que, a priori, parmi les produits les plus souscrits en France en termes d'épargne, il y a quoi? Il y a le fonds en euros, spécificité française. Il y a le livret A, spécificité française. Et vous avez les SCPI, spécificité française. Est-ce que la place française est prête à abandonner toutes ces spécificités au nom d'un produit pan-européen? Je vous le dis, c'est pas gagné. On est d'accord. Bon, en tout cas, moi, je vous parle souvent d'immobilier. Et le gouvernement, il pense aussi souvent immobilier avec un objectif certain, comment fluidifier le marché. Une des solutions, c'est très simple, c'est d'agir sur le logement neuf. Il y a plus de logements, donc plus facile pour les gens de se loger. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne prend pas la bonne direction avec la fin du Pinel. Il peut, en revanche, agir sur l'ancien. Je vais vous emmener dans le Calvados. Pourquoi? Parce que nous avons Christophe Blanchet, qui est le député du Calvados, qui a une solution, c'est exonérer totalement les plus-values immobilières d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à partir de 22 ans de détention. Pourquoi faire ça? Pour encourager les détenteurs, encourager les vendeurs potentiels à mettre leurs biens sur le marché et à fluidifier le marché avec une offre plus abondante. Dans cette période de disette budgétaire, c'est pas gagné que ça passe, mais on peut quand même se dire que le gouvernement teste des idées parce que Christophe Blanchet, il était un député modem, donc un député de la majorité, et donc il a probablement l'accord du gouvernement pour lancer cette idée. Il agit certainement en tant que poisson pilote. On peut donc imaginer que le gouvernement pourrait faire des annonces. De même, on attend toujours le remplaçant du Pinel et on a bon espoir qu'ils annoncent quelque chose avant la fin de l'année. Ayez de l'espoir. Pour finir, Jean-François, on va continuer dans l'espoir. J'ai lu partout dans la presse que le PER est un énorme succès. L'annonce de Bercy est reprise partout. Ils annoncent quoi? À fin 2023, plus de 100 milliards d'encours et plus de 10 millions de titulaires. Connaissant un peu les politiques et ayant été un peu biberonné par vous là-dessus, Jean-François, j'ai essayé de creuser un peu. En plus des PER, il reste quoi? Il reste l'encours de tous les anciens produits de retraite. Donc l'encours global de tous les produits de retraite à fin 2023, il est de 290 milliards. En 2019, avant le lancement du PER, il était de 230 milliards. L'argent dans les PER, il est placé. Quand on regarde, les marchés financiers, ils ont gagné en moyenne 4,2% par an sur ces 5 dernières années. Donc finalement, quand on fait un petit calcul, on serait plutôt sur une croissance nette de 20 milliards, donc assez loin des 100 milliards. Le PER, c'est donc bien sûr, il est en croissance, mais il est surtout en croissance au détriment des autres produits de retraite. C'est donc un bel effet d'annonce, mais finalement, les chiffres ne sont pas si beaux que ça. Allez, 2 bonnes nouvelles. Une pour Bruno Le Maire, la France n'est pas dégradée. Et une pour moi, vous venez de faire ma transition pour le débat. Merci Georges.